Vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire Barbara, j'ai vu des vidéos sur les hyperfonctionnants, j'ai lu certains bouquins, par exemple Trop intelligent pour être heureux, et oui, effectivement, je me reconnais dans énormément de points, pour ne pas dire tous, par précaution, mais à l'idée de me reconnaître hyperfonctionnant, zèbre, haut potentiel, surdoué, ou quel que soit le terme qu'on peut y coller, eh ben c'est compliqué, j'ai des doutes, et c'est au point où j'en deviendrai fou ou folle, tellement j'ai besoin de savoir. La question qui arrive souvent après, c'est qu'est-ce que vous pensez des tests de QI, ou est-ce que vous proposez des tests de QI, ou est-ce que vous auriez des adresses pour me renseigner sur les tests de QI. Cette vidéo n'est pas faite pour parler des tests de QI, elle est faite plutôt pour vous sensibiliser à une chose. C'est que si vous avez des doutes, ça n'est pas que vous êtes ou pas hyperfonctionnant, c'est que l'inconscient, quelque chose en vous, peut-être à l'extérieur de vous, qui sait, qui vous protège, n'a pas d'intérêt à vous laisser croire, être sûr, valider que vous hyperfonctionnez ou que votre fonctionnement cérébral est celui d'un surdoué, d'un zèbre, d'un haut potentiel, peu importe. C'est que c'est pas tellement de savoir qu'on l'est qui est pas autorisé par l'inconscient, c'est les conséquences que ça a. Parce que, imaginons une machine à vérité, 100% fiable, scientifiquement prouvé comme fiable, irréfutable, qui vous dirait oui, vous appartenez à la catégorie des personnes qui fonctionnent comme des hyperfonctionnants, qu'on pourrait par raccourci appeler des hyperfonctionnants. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Souvent, ce qui est compliqué à assumer, c'est ce qu'il y a derrière. C'est justement, il va falloir assumer maintenant. C'est tel que l'imaginent les personnes, en tout cas que j'accompagne en séance de repérage, c'est, ok, mais à l'idée d'être hyper, moi, dans ce cas, j'ai gâché ma vie, et ça, regardez que pendant toutes ces années, j'ai gâché ma vie, c'est hors de question. 2, ça peut vouloir dire pour certaines personnes, on m'a écrasé pendant toute ma vie, ou je me suis laissé écraser toute ma vie pensant que j'étais nulle, que j'étais mesquin, et que j'avais pas aimable, que j'avais de quoi avoir honte d'être qui je suis. Et là je me rends compte en fait que j'étais quelqu'un de chouette, avec j'avais un mélange de valeurs et de qualités, avec des qualités qui avaient de la valeur, qui méritent d'exister. Voir que ça n'avait aucun rapport avec du mérite, mais une fois encore tout ce temps gâché, ou alors comment je vais faire maintenant avec les personnes qui m'écrasaient. D'autres personnes vont me dire déjà en me sentant nulle, j'ai l'impression d'écraser les autres ou de déranger les autres, mais alors si je me sens mieux, si je m'assume, si je dégage une image de quelqu'un qui a confiance en lui, ou d'une personne qui a confiance en elle, qu'est-ce que ça va donner dans mes relations ? D'autres personnes vont me dire, moi, mon compagne et ma compagne ou mon compagnon, je suis en train de me rendre compte qu'ils sont pas hyper et qu'ils sont plutôt normaux fonctionnants, que donc les dysfonctionnements dans la relation, ça peut venir de moi, mais pas que, qu'il y a peut-être une incompatibilité quelque part, et ça me fait remettre en question mon couple d'une manière que je suis pas prête à faire, d'une façon que je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas envie de remettre mon couple en question. Moi, j'aime mon conjoint. Oui, ok, on peut être hyper avec un conjoint ou une compagne normofonctionnante et que ça se passe bien. Il n'y a pas d'obligation. Sauf que tout ce fantasme ou cette projection, ces futurisations en lien avec assumer mon hyperfonctionnement, et souvent ultra caricatural déjà, mais pas toujours, et ultra flippant, complètement insécurisant, et pas sécurisé du tout. Je prends souvent cet exemple-là, mais prenez une personne qui serait sous le joug d'une personnalité de type perverse narcissique, c'est-à-dire une personne qui, à chaque fois qu'elle va mal, à un proche pervers narcissique qui va un petit peu l'écraser, mais moins, et peut-être même un petit peu l'aider, ou en tout cas lui foutre la paix, alors qu'à chaque fois que cette personne-là va se sentir mieux dans ses baskets, va reprendre des forces, va reprendre du courage, va reprendre confiance, va se sentir beau, belle, quand cette personne va se sentir fort, se sentir capable, le manipulateur pervers narcissique va mettre les bouchées doubles et le casser. Or, un hyperfonctionnant ou un surdoué,
qui est victime d'un pervers narcissique, on comprend assez facilement, et ça paraît une évidence, qu'il a peut-être besoin de renforcer certaines de ses ressources pour pouvoir faire face à ce qu'il attend. D'autres personnes encore vont me dire « Mais Barbara, moi quand je vais mal, être entourée de gens négatifs, de gens qui se plaignent, ça passe encore, mais à chaque fois que je vais bien, ils me saoulent, je ne les supporte pas. » Je comprends que dans ces cas-là, assumer son hyperfonctionnement devient compliqué. D'autres personnes vont me dire encore le problème, Barbara, à l'idée d'être hyperfonctionnant ou hyperfonctionnante, c'est que déjà en pensant être nulle, je m'ennuie, j'avais l'impression que, que c'était parce que j'allais mal, que j'avais pas beaucoup d'amis, que je m'entendais pas avec beaucoup de personnes, que professionnellement ça allait pas. Mais si là on est en train de me raconter qu'en fait je fonctionne très très bien et que c'est juste que je suis différent, à l'idée de l'assumer, je vais être encore plus seule. Donc il y a énormément de projections, de futurisation, de choses un peu catastrophiques que la personne ne saurait pas gérer, qui seraient effectivement galères pour elle, et pour lesquelles l'inconscient préfère qu'elle n'y aille pas. On s'imagine, on se met à la place de l'inconscient, on a à protéger la personne, à la maintenir dans un équilibre, peut-être pas idéal, mais le plus en équilibre possible. Et d'un seul coup là, on est en train de lui apprendre quelque chose qui peut-être va lui poser, tel qu'elle l'imagine en tout cas, des difficultés relationnelles, des difficultés professionnelles. Dans les difficultés relationnelles, il peut y avoir des difficultés amoureuses, des difficultés avec ses enfants, des difficultés avec les proches, avec la famille. Ça peut vraiment poser problème. Un autre exemple, une personne m'a dit un jour, et puis d'autres beaucoup encore après, oui mais Barbara, comment est-ce que je vais annoncer ça à mes proches ? Est-ce que j'ai besoin de l'annoncer ? Et souvent, ce qui va résulter des questions qu'on pose en lien avec ça, c'est moi j'ai l'espoir qu'en leur disant que je suis hyper fonctionnant, ils arrêtent de me critiquer, ils arrêtent de me rabaisser, ils arrêtent de me dire que je suis compliquée, ils arrêtent d'attendre de moi que je sois autrement. Et en fait, ce que la personne attend à l'idée de dire qu'elle est hyper fonctionnante, c'est qu'on me foute la paix, que je sois un peu plus acceptée, que je sois un peu plus accueillie. Or, elle aura beau assumer, elle aura beau le dire, la personne va se rendre compte que le proche, pour peu qu'il soit normaux-fonctionnant, n'est pas capable de s'adapter à son hyper-fonctionnement. Et donc vont apparaître tout un tas de problématiques de « je sais pas gérer émotionnellement ce que je ressens et ce qui apparaît quand je suis pas accueillie telle que je suis », je ne me sens pas bien quand je me sens pas appartenir à un groupe, et en même temps à l'idée d'appartenir à un groupe et d'être clivée, ça me dérange, j'aime pas ça, je sais pas assumer ce truc-là. D'autres personnes vont me dire encore oui mais on me voit déjà comme quelqu'un d'autant, qui se la pète, qui prend les autres de haut, qui critique, qui juge tout le temps, mais alors si je dis que je suis surdouée, alors, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Bref, cette question d'assumer que oui on hyper fonctionne, elle soulève en fait toutes les problématiques qui sont présentes chez vous, en l'occurrence si vous regardez cette vidéo, et problématiques qu'il est essentiel de relever, de mettre au jour et de résoudre. Et donc, allez faire des tests de QI si vous voulez avoir un quotient tel qu'il est reconnu par les psychologues et qui n'a pas forcément de valeur scientifique. On ne peut pas aujourd'hui scientifiquement vous assurer que vous appartenez à tel type de population, ou alors pas dans votre budget, pas de la même façon qu'on peut dire si vous êtes un garçon ou une fille, juste en allant regarder comment fonctionne la biologie de votre corps. C'est pas comme ça que ça marche. Mais en tout cas, si vous voulez juste avoir un quotient intellectuel, un chiffre, ou connaître vos forces intellectuelles, c'est-à-dire les facilités que vous avez intellectuelles, oui, allez faire les tests de QI, mais la plupart d'entre vous cherchent à faire ce test de QI pour des raisons qui ne correspondent pas à ce que le test de QI peut proposer. Si vous cherchez avec un test de QI à pouvoir l'assumer plus facilement, ça ne vous rendra pas forcément la vie plus facile. Si vous cherchez avec le test de QI à faire en sorte que votre famille soit un petit peu plus douce avec vous, a priori s'ils ne le sont pas jusqu'à maintenant, ils ne le seront pas forcément.
Si vous attendez de ce test de QI de pouvoir rabaisser le caquet, c'est comme ça l'expression? Rabaisser le caquet, enfin en gros faire fermer leur gueule aux gens qui vous écrasent, ben dites-vous que si votre cerveau vous a pas laissé faire ça jusqu'à maintenant, c'est pas un test de QI qui vous permettra de le faire, ou alors c'est très très rare et c'est que vous n'aviez pas besoin de ça pour le faire. Bref, n'attendez pas autre chose du test de QI qu'un chiffre et connaître vos forces intellectuelles. Tout ce que vous attendez d'autre au travers de ça raconte que vous avez des problématiques à solutionner. Personnellement, au cabinet, ce que je propose, et exclusivement en ligne, c'est une séance de repérage qui vous permet d'aller repérer à l'idée d'assumer, mais même pas que votre hyperfonctionnement, à l'idée d'assumer qui vous êtes, ce que vous aimez, à l'idée d'assumer les choses avec lesquelles vous êtes d'accord, pas d'accord, à l'idée d'assumer les choses dont vous avez besoin, les demandes que vous auriez à faire. Qu'est-ce qui vous fait peur, consciemment et inconsciemment, et le plus à la racine possible? Qu'est-ce qu'il y aurait à travailler? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire en séance? Une fois encore, j'insiste là-dessus, le plus à la racine possible, pour pouvoir vivre librement, le plus rapidement possible. Qu'est-ce que j'appelle vivre librement? C'est, voilà, j'ai consciemment des envies, j'ai la volonté consciente de faire ça, d'aboutir à ça, d'être comme ci ou comme ça, ou d'oser expérimenter telle chose. Tout ce qui s'oppose à ma liberté consciente, à ma volonté consciente, et qui m'échappe peut être travaillé en séance. Ça peut être désactiver une réaction émotionnelle, faire qu'à situation égale, ça ne vous fasse plus mal. Faire qu'à situation égale, votre réaction émotionnelle puisse même devenir positive. Regardez les choses avec amusement. Ça paraît vaste ou un gros défi, alors qu'en fait je vous assure qu'avec les bonnes techniques, avec les bons protocoles, avec les bonnes méthodes, avec les bonnes techniques, ça fonctionne très très bien. Ça peut être oser adopter de nouveaux comportements et aller revoir à l'origine quel est le premier moment où vous avez adopté ce comportement qui vous convient pas et que vous voulez changer. Bref, il y a tout un tas de choses, c'est pas le sujet de la vidéo, j'étais en train de me perdre. Mais une séance de repérage pour aller vraiment clarifier. Quand vous voulez assumer votre hyperfonctionnement, vous voulez obtenir quoi? C'est quoi votre vie? Non pas rêver, mais réaliste, qui vous fait vraiment envie. Pas pour obtenir ci ou ça, mais quand vous voulez obtenir ça, c'est parce que vous voulez quoi vraiment? Qu'est-ce qui s'oppose à ça pour l'instant? Pourquoi votre cerveau, pourquoi l'inconscient vous envoie des pensées, des croyances, des comportements, des émotions, des réflexes qui s'opposent à ça et qui vous empêchent de le faire? Et surtout, de quoi votre cerveau, de quoi l'inconscient a besoin pour arrêter de vous en empêcher et pour au contraire vous envoyer les pensées, les croyances, les émotions qui vont faciliter ce truc-là, de manière à ce que tout se passe bien pour vous quand vous le faites, ou alors de manière à ce que, quel que soit ce qu'il se passe en le faisant, ce soit sécurisé pour vous, c'est-à-dire vous savez gérer émotionnellement, vous savez rester debout, vous savez rester vous-même, et vous continuez à nourrir vos besoins sociaux, besoins relationnels, autres. Voilà, séance de repérage. Donc si vous avez des doutes sur votre hyperfonctionnement, ou si je le traduis moi dans mon langage, si vous savez bien que vous êtes hyperfonctionnant, mais que quelque chose en vous vous met le doute par protection, allez faire chez n'importe quel thérapeute, demandez-le. Demandez si votre thérapeute le propose, ou sinon venez au cabinet. On va se faire cette séance de repérage et vous verrez qu'en 2 heures de questions précises qui vous font répondre de manière ultra spontanée, naturelle, qui vous font trouver les réponses assez facilement de « Ah bah oui, ça me protège de ça », à l'issue de ça, moi je vous envoie une synthèse écrite qui reprend tout ce qu'on a vu. Si vous travaillez sur ça, ça va vous permettre de ça et enfin pouvoir ça librement, sans frein de la part de l'inconscient, sans frein du cerveau, mais vraiment totalement librement. Alors vous savez exactement ce que vous pouvez travailler, comment vous pouvez le travailler, et puis vous gagnez un temps précieux, un temps de séance, un temps précieux de fric, parce que chaque séance de travail que vous faites avec un thérapeute vous coûte de l'argent, et du temps aussi de mal-être. Parce que plus vous allez travailler à la racine, ce qui vous fait douter, en gros ce qui vous empêche d'assumer qui vous êtes, ce que vous voulez, et d'obtenir ce qui vous fait du bien,
J'ai oublié comment j'ai commencé ma phrase, du coup forcément je vais avoir un petit peu de mal à la terminer. Je ferai un cut. Si, pardon, j'étais en train de vous dire que ça faisait gagner en séance, du coup en argent, gagner en temps, mais en temps de bien-être aussi. Parce que imaginez que vous n'avez pas repéré à la racine un truc à travailler qui pourtant serait la résolution de 10 autres choses qui sont plus à la surface. Ben vous allez avoir besoin de quoi? De 10 mois de thérapie pour obtenir le truc, alors qu'en 1, 2, 3 séances, au travailler ce truc à la racine, ben ça serait réglé. Mais ça veut dire quoi? Tant mieux, hein, si on peut en 2, 3, 4, 5 ans de psychanalyse obtenir un bien-être, super. Mais est-ce que vous avez... Enfin, pardon, je suis pas en train de dire que toutes les psychanalystes prennent ce temps-là, hein, mais imaginons. Vous préférez pas, vous, obtenir la même chose, le même bien-être en quelques séances? Faire en sorte qu'en 5 séances, la vie vous soit déjà plus douce, qu'il y ait déjà beaucoup moins de réactions émotionnelles choquantes de tout ce que vous pouvez vivre, voilà, comme un choc dans vos relations, dans ce que vous obtenez, dans ce que vous n'obtenez pas. C'est précieux cette séance de repérage, elle vous fait gagner un temps de folie. Bon, je suis pas là pour vous convaincre, là mon message c'était surtout de vous dire, voilà, s'il y a des doutes, c'est que l'inconscient préfère vous les créer.